Elle ne verra pas, mais en plus, elle ne vous parlera pas. Ah bon? Ouais. Donc j'avais dit, ça va être compliqué pour la communication. Le problème, il était qu'il fallait que j'accepte ce mot handicap. En France, on avait à l'époque, donc en 2012, 30 ans de retard. Ce qui est encore le cas. On rentre plus dans un moule que les gens veulent nous voir opérer, que ce soit en tant que femme ou en tant que maman. J'ai dû m'arrêter 3 fois de travailler pendant 1 à 2 années. Pour éviter le burn-out, en fait. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir des tempêtes et des tempêtes très, très, très importantes. Et le dernier souvenir de joie avec Lilou, il remonte à quand? Eh ben, il est tout simplement de ce matin. Ah, Ok, c'est bon. Bonjour Céline. Bonjour. Vous avez 43 ans, vous êtes la maman de Manoa qui a 11 ans, et Manoa, il a une sœur qui s'appelle Lilou, qui elle a 17 ans. Vous êtes assistante de direction, et si je parle de vos enfants, c'est parce que Lilou, elle souffre de dysplasie septo-optique. C'est une maladie rare qui se traduit par de la malvoyance et par des troubles autistiques. Et d'une façon ou d'une autre, en tout cas, Lilou, elle a changé votre vie, j'imagine. Oui, ça a été un petit bouleversement dès la naissance. Ça nous a permis de balayer un petit peu devant notre porte et de voir les choses autrement, oui. Qu'est-ce qui se passe quand Lilou naît le 26 janvier 2007? Est-ce que vous, la maman, tout de suite, vous avez perçu quelque chose? Alors déjà, durant la grossesse, où je sentais quelque chose qui était un peu difficile, où je disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais bon... peut-être l'angoisse d'une maman, mais à la naissance, j'ai tout de suite perçu dans les 24 heures que quelque chose n'allait pas au niveau du regard. Puisque, bon, les enfants ne voient pas, hein, mais au niveau du regard, il y avait quelque chose. Un strabisme déjà, mais même sans ça, une intuition peut-être de maman. Vous en êtes inquiété auprès des personnes, du personnel? Oui, bien sûr, et on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est un strabisme, c'est normal, ça peut arriver. Bon, ok. Et puis, en rentrant à la maison, je voyais bien qu'au fil des semaines, les choses n'évoluaient pas. Vous avez accouché à Besançon? Oui, tout à fait. J'ai accouché à Besançon, à la polyclinique de Franche-Comté. Et donc, au fil des semaines? Et au fil des semaines, je voyais bien que ma fille ne réagissait pas de trop aux stimuli qu'on peut avoir du quotidien, et surtout le regard. Et un enfant met à peu près 2 mois à percevoir un peu plus la lumière. Et puis, j'ai fait le test dans la pénombre, un soir avec mon téléphone pour voir si elle allait suivre le téléphone, et il s'avère qu'elle ne l'a pas suivi. Elle avait 2 mois, un peu plus de 2 mois. J'ai déjà envie de vous parler de ça, de l'errance médicale. Je trouve ça dingue qu'une maman dans le noir, avec son enfant de 2 mois, fasse des tests de vision parce qu'elle a le sentiment qu'on n'a pas tout trouvé. Alors il est vrai qu'à la naissance, quand j'ai un petit peu alerté sur le fait que quelque chose n'allait pas, on m'a bien dit, oui, vous inquiétez pas, vous êtes une nouvelle maman, vous êtes anxieuse, c'est normal. Et il a fallu que je fasse ce genre de test parce que quand j'en ai parlé un peu autour de moi, on me disait, oh, mais non, t'inquiète pas, puis je suis une maman assez... voilà, je pense comme toutes les mamans d'un premier enfant, on est un peu stressée. Et du coup, je m'attendais à ce qu'on me réponde, bah, écoutez, on va regarder, on va voir ça ensemble. Et pas du tout. Il a fallu que j'aille faire le pied de grue à l'hôpital à l'époque de Vesoul pour dire, j'aimerais que vous voyiez mon enfant parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ce fait qu'elle ne suit pas du regard. Et on m'avait répondu, bah, écoutez, prenez rendez-vous, mais il fallait au moins 8 mois. En fait, j'ai pas attendu les 8 mois, je suis revenue le lendemain. Et j'ai souhaité, est-ce qu'on la voit? Et j'ai dit, écoutez, j'avais 3 biberons dans les mains. Et j'avais dit, si vous ne voyez pas ma fille, je serai là demain et je reviendrai s'il le faut. Et là, donc, il y a un médecin qui l'a vu qu'à 5 heures l'après-midi et qui m'a dit, écoutez, je vais voir le fond d'œil de votre enfant, mais ça ne se fait pas ce que vous faites. Et il est devenu tout blanc. Et là, il m'a dit, alors vous avez bien fait d'insister. Voilà. Et donc là, vous avez diagnostiqué le fait que Lilou était malvoyante. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le fond d'œil de Lilou était, ils appellent ça pâle, donc ça veut dire qu'il n'était pas rosé, ça veut dire clairement qu'elle percevait quasiment rien, et que là, s'enchaînaient des autres rendez-vous médicaux pour savoir d'où ça venait, pourquoi, etc. Est-ce qu'au même moment, au fil des jours, vous voyez aussi des troubles du comportement, ou est-ce que vous liez tout à la malvoyance ? Alors, pas tout de suite, parce que dans un premier temps, je voyais une enfant, et c'est ma première, donc je n'ai pas de... Point de comparaison. Voilà, j'ai pas de point de comparaison. Ce qui m'a amenée à voir une petite fille qui avait toujours les bras posés, en fait. Elle était toujours très, j'ai envie de dire le terme stoïque. Elle bougeait pas.
Mais moi, ça m'inquiétait pas. C'est plus, j'étais tellement focalisée sur la vision et que voilà, j'étais un peu démunie là-dessus que je n'ai pas vu d'autres problématiques au niveau comportemental. Après coup, bien sûr, mais là, non. On est parti vraiment sur tout ce qui était malvoyance et non-voyance par le fait, parce qu'au départ, on m'avait indiqué qu'elle ne verrait pas. Et quand on a fait d'autres médecins spécialistes vers qui on est allé, ils nous ont dit, alors il y en a qui ont été très alertants en me disant, elle ne verra pas, mais en plus, elle ne vous parlera pas. Ah bon? Ouais. Donc j'avais dit, ça va être compliqué pour la communication. Donc on est passé par des phases très difficiles en termes médicaux. Vous dites « on », je sais que c'est difficile pour vous d'en parler, mais le « on » s'est vite retrouvé à « je », parce que, comme beaucoup de mères d'enfants handicapés, vous êtes retrouvés vite seuls, en fait. Oui, assez. Bon, un peu dès le départ. Quand je disais « on », c'est surtout ma fille et moi. Son papa n'a jamais été présent. Il est parti, ouais. Tout de suite après. Oui, il n'a pas été présent du tout. Vous, donc, Lilou et vous avancez. Alors, elle communique, du coup, elle parle quand même. Et je ne sais pas, quand elle a 2 ans, 3 ans, c'est quoi votre quotidien avec elle, du coup? Alors, elle ne parlait pas au départ. Hein. Elle émettait des sons, ou voire même rien du tout. Elle était vraiment comme une petite poupée composée et qui ne bougeait pas. Et à l'âge de 2 ans, elle a commencé à pousser des cris et à tourner sur elle-même en permanence. Et à prendre des objets, puis à se taper le visage. Mais c'était très... En fait, on prenait ça comme un jeu au départ, puisqu'elle mettait tout à la bouche, parce qu'il faut savoir que le système nerveux de la langue permet aussi de voir et de percevoir un peu en 3D. Ça permet aussi de savoir aussi la texture, hein, savoir si c'est quelque chose de chaud, de froid. Et du coup, on était vraiment... j'ai envie de dire, dans quelque chose où c'était banal pour nous. C'était notre quotidien, donc on pensait que c'était normal. Et qui a diagnostiqué l'autisme? À quel moment on vous a parlé pour la première fois de ce mot? Oh, très tardivement. Parce qu'au départ, alors il faut savoir que quand on est une maman et que c'est notre premier enfant, on voit que midi à notre porte, hein, on n'a pas la faculté de prendre un peu plus de recul. Alors moi, j'ai été bien entourée par ma famille, mais qui me disait certaines choses, et moi, je ne voyais pas. J'étais avec ma fille, on était dans les rendez-vous médicaux. Là où on a pu constater qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était forcément à la rentrée scolaire, où là, on m'a fait comprendre... En maternelle? Oui, en maternelle. On a eu une directrice extraordinaire, Madame Guyot, qui a eu beaucoup de patience avec moi, parce que je suis une femme de caractère, et à l'époque, Lilou faisait déjà des sons, tournait encore sur elle-même, se frappait d'autant plus, donc là avec des objets un peu plus forts, hein, pour pouvoir manifester son stress. Et donc à l'école, elle faisait que ça, tourner sur elle, émettre des sons, et du coup, l'institutrice qui a été aussi formidable, on n'est vraiment que des gens bienveillants, me donnait 2-3 pistes aussi, en me disant, vous savez, il faudrait peut-être voir, Lilou, c'est peut-être pas adapté. Alors moi j'ai dit, vous inquiétez pas, on va mettre des choses en place. Donc on a eu les Salins de Bregy, le CRESDEV, ça s'appelait le CRESDEV à l'époque, a accompagné Lilou, mais sur la malvoyance. Hein, il n'y avait pas du tout d'autisme à ce moment-là. En tout cas, pas le mot autisme qui est arrivé. Par contre, arrivé à un rendez-vous auprès du docteur Amsalem, qui est au Salin de Bregy, aussi en permanence de temps en temps, on a eu un rendez-vous, et pour la 2e ou 3e fois consécutive, donc dans les 2 années qu'on suivit, et a essayé de me faire entendre qu'il y avait un peu d'autisme. Sauf que c'était, je pense, tellement fort pour mon cœur de maman, et je pense aussi psychiquement, j'ai un peu refusé la chose. Et il y a eu un jour où il a tapé du poing sur la table, il m'a dit, maintenant il va falloir que vous bougiez parce qu'on va prendre du retard. Elle avait quel âge? Elle avait 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et je pense qu'on me l'a dit, on a commencé à m'en parler, elle avait 2 ans et demi. Et du coup, de là, s'est enchaîné d'autres rendez-vous avec le Centre Ressources Autisme de Besançon. Et donc là, voilà, vous découvrez un autre monde, quoi, j'imagine. Ouais. Alors c'est à une époque où finalement, on n'est pas encore très au fait de tout ça en France. Mais pas du tout même. On est très très loin d'une avancée. Et pour dire que lorsque nous, on a commencé, donc je dis nous, je m'inclus avec ma fille, parce que voilà, je l'accompagnais à ce moment-là. Mais quand Lilou a commencé à faire des tests, c'est vraiment le terme, hein, des tests avec le Centre Ressources Autisme, c'était en 2012. Et en 2012, c'était l'année phare, vraiment
les C'est caméras une cause nationale. Ah mais clairement, oui, oui, oui. On a été, ça a été vraiment la cause nationale. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on était très en arrière sur les méthodes, sur l'approche, sur la scolarisation de ces enfants dits atypiques. Hein. En France, on avait à l'époque, donc en 2012, 30 ans de retard. Ce qui est encore le cas. En 2012, vous faisiez tout pour que votre fille puisse aller à l'école, Oui. et les structures vous disaient non. Je sais que maintenant, avec le recul, est-ce que vous percevez différemment ce refus ou pas? Bien sûr. Alors, c'est surtout que Lilou a fait quand même 2 fois la grande section. Et quand j'ai voulu faire admettre donc, ma fille en primaire, j'ai eu la directrice de l'époque qui m'a dit « Non, je ne prendrai pas votre enfant ». Je l'ai très très mal pris parce que je n'ai pas compris ce refus, parce que j'étais dans ce déni à ce moment-là. Et quand il y a eu ce refus, j'ai eu une équipe donc, à mes côtés donc, qui est le CRDV, qui était avec le CFEP, avec Madame Sali, qui a été extraordinairement patiente et m'a dit « Mais vous savez, pour qu'elle ne soit pas en souffrance, il faut la mettre dans un établissement spécialisé ». Et moi, spécialisé, entendais ma fille, elle est handicapée. Et le problème, il était qu'il fallait que j'accepte ce mot handicap. Et à ce moment-là, j'étais pas prête. Donc j'étais fervente de colère et je ne comprenais pas pourquoi on devait la mettre dans un établissement. À savoir qu'à ce moment-là, il faut savoir que nos enfants sont sur liste d'attente puisqu'il y a beaucoup d'enfants, mais il n'y a pas beaucoup de place. Il y a beaucoup moins d'établissements et encore plus les années qui passent. Et à ce moment-là, quand j'apprends qu'elle est sur liste d'attente, moi je ne comprends pas parce que nos enfants ordinaires peuvent aller en établissement scolaire. Ça ne pose pas de problème, voire même l'école est obligatoire. Et pour nos enfants, on nous fait comprendre, il va falloir attendre. Et donc à ce moment-là, j'étais dans une problématique, c'est de faire avancer les choses dans le sens où nos enfants ont besoin, c'est maintenant. C'est pas quand vous aurez décidé du fait d'une place, créer des postes, créer des endroits. Donc elle a pu aller dans cette structure, elle a pu aller dans une structure finalement? Suite au fait que j'ai pu me mettre en colère et mettre en avant le dysfonctionnement. Mais vous auriez préféré qu'elle soit à l'école? À la base, oui. Et maintenant, alors, qu'est-ce que vous, avec le recul, alors avec le recul, qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait été très compliqué pour ma fille et pour les enseignants et les élèves aussi de sa classe si elle avait été en classe ordinaire. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que la souffrance de ma fille aurait été tellement grande que ça aurait été une grande catastrophe. Donc ces établissements spécialisés sont vraiment important, parce qu'elle avait besoin du 1 pour 1. Et ça, chose qui n'était pas possible dans une école ordinaire. C'est qu'il y a une personne que pour elle. Ah oui, que pour elle. Il y avait vraiment une personne pour elle, et ça a duré peut-être 2 ans et demi, 3 ans, où il y a eu du 1 pour 1. Alors, on va parler de ça, parce que l'accompagnement de votre fille, c'est beaucoup, effectivement, avec des personnes vraiment qui s'occupent d'elle, mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur ça. Je voudrais que vous nous expliquiez, quand vous dites que Lilou se fait du mal, ou quand vous expliquiez les moments de colère de Lilou, je voudrais que vous expliquiez un petit peu par quoi ça se traduit. Alors, ça se traduisait, ça se traduit encore un peu, mais c'est atténué, ça se traduisait beaucoup par le fait de tourner sur elle-même, d'émettre des sons et de répéter en écholalie. Alors, l'écholalie, ça veut dire de répéter les mots qu'on peut lui dire sans aucun sens ou très peu de sens, avec une intonation extrêmement pointilleuse. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut répéter ce qu'on lui dit. Au lieu de lui dire, par exemple, bonjour Lilou, elle ne va pas dire bonjour Céline, par exemple, ou maman. Elle va dire bonjour Lilou, avec la même intonation, la même expression. Elle se frappait aussi le visage avec n'importe quel objet. Ça peut être une petite mousse qu'elle aura trouvée par terre, un caillou, ça pouvait être une baguette, ça pouvait être un stylo, ça pouvait... Des fois, elle allait exprès chercher, quand elle avait 5 ans, même 6 ans, elle allait dans le tiroir de la cuisine et prendre une louche où elle savait que ça pouvait faire mal, où elle pouvait avoir un point d'impact. Donc elle pouvait faire ça, elle pouvait taper sur sa main comme ça, elle peut prendre ses doigts et se taper le visage, le front, c'était souvent l'axe médian, le front, le nez, le menton. Ça, et aussi émettre des sons extrêmement aigus. Alors, vous l'avez dit, l'autisme, c'est quelque chose qui était encore balbutiant en France, et vous avez testé des choses de votre côté. Oui. Vous êtes spécialisé, en fait. Spécialisée, c'est peut-être pas le terme, mais je me suis formée, documentée beaucoup, oui. J'ai discuté avec beaucoup de professionnels, de parents, mais je me suis formée à plusieurs méthodes belges
qui viennent des États-Unis aussi, en Suisse aussi. C'est incroyable aussi quand on y réfléchit de se dire qu'on est en France, on est dans un grand pays et une maman, en allant, cherchant sur Internet, doit se débrouiller, entre guillemets. Alors, se débrouiller, c'est vraiment le terme, parce qu'à l'époque, on se sent très très seul. Et même en voulant chercher, il n'y avait pas ce point de ralliement pour pouvoir trouver en fait ça, sachant qu'il y avait donc le centre ressources autisme, mais qui n'avait pas toutes ces méthodes, en tout cas à disposition. Pour moi, en tout cas, je ne le voyais pas comme ça. Je me suis renseignée et j'ai voulu aller dans d'autres pays parce que dans notre pays, c'était vraiment différent. Il y avait une approche qui était qu'avec une seule et même méthode. Et je pense que c'est comme tout. Il faut je pense qu'il faut plusieurs méthodes pour arriver à faire quelque chose de construit pour l'enfant. Et pas que l'enfant doive s'adapter à une seule méthode. En tout cas, c'était à chaque fois intensif et je pense que plusieurs méthodes étaient primordiales. Et vous avez créé une association et vous avez cherché des bénévoles, des gens qui venaient s'occuper de votre fille. Bon, créneau, parce qu'il fallait aussi se nourrir, c'est-à-dire il fallait aussi travailler. Enfin, c'est ça la complexité. Oui. On a créé l'association en 2013 pour pouvoir justement avoir un lieu, un petit appartement qui nous a été mis à disposition par une famille qu'on connaît, que je connais depuis que je suis petite, qui a été vraiment fervente à vouloir nous donner ce petit coup de pouce et mettre Lilou dans ce petit appartement avec des choses adaptées, des balançoires, des choses molles, des tapis, des sons, des lumières et des bénévoles qui défilaient, et c'est vraiment le terme, qui défilaient, et sans eux, j'aurais pas pu avoir cette énergie-là de le faire moi continuellement toute la journée. Donc là, des bénévoles qui, à la journée, ils vous laissent des notes, vous expliquent, voilà, Lilou a fait ça, voilà comment ça s'est passé. C'est ça. On a parlé brièvement d'un homme, mais il faudrait qu'on en parle d'un deuxième, parce qu'il y a un homme, entre guillemets, qui est tombé amoureux de vous et qui connaissait bien sûr toute votre vie. Et... Oui. Dès le départ, il a connu notre quotidien, parce que c'est un ami d'enfance à la base. Et en effet, j'ai la chance en fait, d'être tombée sur lui et d'être accompagnée depuis à peu près 16 ans avec nos problématiques, nos coups durs, nos joies aussi, mais surtout les coups durs. Il vous aime et il vous dit si on faisait un bébé, est-ce que vous avez eu peur à un moment, parce qu'on a parlé de Manoa, son petit frère, est-ce qu'à un moment on se dit non, j'ai trop peur de retenter? Alors, ça vient pas tout de suite. La première chose, c'est de s'occuper de Lilou et ses problématiques. C'est très chronophage et très, très, très fatigant. Ce qui fait que non, la question d'avoir un enfant tout de suite n'était pas du tout au programme. Par contre, c'est venu plus tard où moi, j'ai eu cette envie. Par contre, ce qui s'est posé à nous, c'est le fait d'être fatiguée en permanence et d'être... elle prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il y aura la place pour cet enfant ? Et en même temps, les professionnels nous disaient, mais c'est important aussi, et pour vous, mais aussi pour Lilou, parce que ça veut dire qu'elle ne sera pas la seule et qu'elle ne vous accaparera pas non plus tout son temps, tout votre temps. Vous n'avez pas pensé à la peur aussi, bien sûr que si. La santé médicale, mais bien sûr, oui. La peur d'émettre le fait que Manoa puisse avoir un handicap et était bien sûr dans les rouages, mais le corps médical nous a tout de suite rassurés dans la mesure où c'est pas pour le moment c'est pas génétique, et ce qui a fait que ce n'est pas avec le même papa, donc les probabilités étaient beaucoup moins grandes, et du coup Manoa va même très bien. Et Lilou a un petit frère. Et Lilou a un petit frère. Ouais. Est-ce que pour votre fille autiste, ça lui apporte quelque chose de bénéfique, j'imagine, d'avoir un frère ? Alors oui, ça l'a poussée dans ses retranchements. Les premiers temps, elle était très aux petits soins avec lui depuis sa naissance, où là, elle avait une parole, donc elle pouvait parler, elle avait même un beau langage soutenu. Par contre, du moment où il a commencé à babiller et à aller un petit peu à marcher, là, ça devenait compliqué parce que du coup, il n'était plus maîtrisable pour elle. Ça venait la bousculer, d'autant plus. Même encore maintenant, ça la bouscule encore. Lilou, elle a maintenant 17 ans, bientôt 18. Son quotidien, c'est quoi ?
Alors son quotidien, c'est de se lever le matin pour prendre le taxi et d'aller dans un IME, qui est l'IME Montfort, au Val, près de Quingey. Elle rentre le soir, tous les soirs, jusqu'au mardi, et puis le mercredi matin, elle part pour une journée lambda. Mais elle rentre que le vendredi soir, parce qu'elle dort 2 nuits à l'internat. Voilà. Ce qui est dans votre quotidien a changé aussi des choses pour vous, j'imagine. Beaucoup. Ça vous a permis de retrouver un emploi, de travailler, de consacrer plus de temps au travail aussi. C'est ça. Une de vos spécificités, c'est que vous êtes toujours très souriante et vous parlez très bien de tout ça. Et très souvent, on dit que les parents d'enfants autistes, ce sont des parents qui sourient beaucoup et qui, après, le soir, quand il n'y a plus personne, s'écroulent un peu. C'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a toujours le sourire, mais parce que ce que j'explique beaucoup à mes amis, c'est qu'en fait, de voir d'autres personnes de notre quotidien nous amène à avoir une bouffée d'air frais. Donc en fait, on a le sourire. Mais il est vrai que quand on est face un peu à nous-mêmes, on n'a pas tout à fait le même j'ai envie de dire, le même sourire, le même visage. Ouais. Parce que votre quotidien à vous, il est à la fois tous les jours très différent, mais identique. Oui, alors c'est exactement ça. Il est différent dans le sens où il est rythmé par Lilou et ses disponibilités, on va dire ça comme ça. Et puis il est très chronométré, il est très rythmé, c'est vraiment le terme, le rythme. À la minute même, en fait. La minute, peut-être pas, mais pas loin, parce que, par exemple, le matin, c'est le déjeuner à telle heure. Le lever, si je l'ai réveillé un quart d'heure plus tôt, parce que c'est pas habituel, c'est très compliqué. Comme là, pour la rentrée, il y a eu des changements d'horaire. Ça a été très compliqué pour elle. La douche, c'est 6h30, 18h30. Le repas, c'est 19h, 19h15. On a un petit battement, là, ça va. L'été, on est plus cool, donc on a vraiment un décalage là-dessus. Elle se prend au jeu, mais il faut jouer la carte de l'apéro, qui aide beaucoup pour les loups, et à désamorcer un peu le timing. Mais sinon, les trajets, ça reste toujours très compliqué. On a voulu l'emmener dans un parc d'attractions cet été, et ça a été... un périple, on l'a prévenu que la veille, ça a été très très angoissant pour elle, donc on passe des journées terribles. Le trajet, on passe 3 heures dans une voiture où on entend Lilou qui parle sans cesse, et pas très bien, parce qu'elle est très angoissée. Et une fois, pour désamorcer tout ça, il faut à peu près 2 heures. Donc en fait, une fois là-bas, ça prend du temps pour passer une bonne journée. Et le problème de l'enfant autiste, c'est qu'il ressent aussi, j'imagine, l'énervement du parent. Ah bah oui, si on est agacé, alors là, ça décuple les choses. C'est une sorte de cercle vicieux un peu. Oui, très très grand. Ça influe sur tellement de choses, des paramètres qu'on n'imagine pas quand on a une vie ordinaire. C'est-à-dire que ça influe sur... notre comportement à nous en tant que maman, en tant que femme aussi, au sein d'une famille, au sein d'une belle famille aussi, où on peut avoir des fonctionnements qui ne sont pas du tout codés, c'est-à-dire qu'on n'est pas... on rentre pas dans le moule, en fait. On rentre plus dans un moule que les gens veulent nous voir opérer, que ce soit en tant que femme ou en tant que maman. J'ai des principes qui ont volé en éclats. Donc, en fait, je les ai tenus tant bien que mal au début, et puis après non. Et ce qui fait que même dans le couple, faut vraiment beaucoup d'amour, faut être accroché, parce que c'est un voyage, j'ai envie de vous dire, c'est comme un bateau où des fois la mer peut être très calme. Bon, chez nous, elle n'est pas souvent calme, avec une Lilou et un Manoa qui est plein de vie, mais... il peut y avoir des tempêtes, et des tempêtes très, très, très importantes. Et il faut être accroché, il faut être soudé, il faut avoir du soutien. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que le soutien, on peut en avoir et pas le percevoir. Ce qui a été mon cas pendant un temps où des fois on se croit seul. On l'est, mais on se croit seul, et des fois on a des mains tendues, on ne les voit pas parce qu'on est trop dans le tumulte. Les yeux de la société, est-ce que c'est difficile au quotidien ? Alors j'ai envie de vous dire, on a les deux. Si on veut voir le verre à moitié plein, on a des belles personnes qui nous tendent la main et qui nous ouvrent des portes aussi. Mais quelquefois, on a des personnes qui sont...
je ne saurais pas vous les qualifier, mais des petites phrases que je qualifierais d'assassines un petit peu dans le quotidien. Dans un supermarché, par exemple, j'en ai déjà entendu, surtout petite. Aujourd'hui, c'est plus les regards, parce qu'elle est grande, donc on va plus lui excuser comme quand elle était petite. Mais par contre, on aura des regards insistants du genre si vous pouviez aller plus loin ou faire en sorte qu'elle se calme. Chose que ça, c'est pas possible. Et quand elle était petite, j'ai eu plusieurs personnes dont des personnes de passage dans ma vie qui étaient, j'ai envie de dire, amies, on va dire ça, et qui nous faisaient, oui, bah, avec ta fille, tu devrais faire ça, tu n'es pas capable de ça, moi je ferais pas comme ça, enfin je comprends pas. Et puis avec ton caractère, je dis oui, mais bon, mon caractère a fait que j'ai pu pousser des portes. Donc quand je dis non, c'est non, et quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Oui, sur les remarques, c'était forcément, c'est un peu de la faute des parents, mauvaise éducation, ou vous pourriez faire... Mais on fait des mauvais choix. Tous les parents font des mauvais choix. Moi, j'en ai fait et je pense que j'en ferai encore. Mais il y a des fois où on réagit... moi, je sais que j'ai accentué l'éducation de Lilou sur ce n'est pas elle qui va s'adapter, c'est vous. Alors j'ai envie de vous dire, ça marchait bien, mais ça marche qu'un temps. Et j'ai été beaucoup à montrer à ma famille, vous pouvez vous adapter aussi. C'est pas que elle qui doit faire les efforts. Déjà, elle fait des efforts monstrueux pour s'adapter à une société, des lumières partout, du bruit incessant. Donc j'ai besoin que vous puissiez vous adapter. Sauf qu'à un moment donné, on se retrouve dans une société qui dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Votre enfant va devoir s'adapter. Et c'est là où on casse un peu... les principes et les valeurs qu'on s'était mises. Et en effet, faut avancer et regarder un peu autour de nous comment ça se passe et s'adapter un minimum. Est-ce que finalement la France en 2024, elle est un peu plus ouverte à ça ? Oui, je le vois bien, même dans les années 80, par exemple. Si on remonte à plus loin, dans les années 80, le handicap, on ne voyait pas beaucoup de personnes handicapées, voire les enfants rester à la maison avec les mamans. Aujourd'hui, on les sort un peu plus. Pour notre confort, j'ai envie de dire, c'est pas toujours simple, mais ça se fait. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de familles qui vont faire leurs courses, qui vont à des manifestations. Il y a des supermarchés qui proposent des créneaux horaires avec... Tout à fait. Ça, c'est important, ces gestes, ou c'est... ou c'est juste, vous voyez juste le côté mercantile et la bonne conscience ou... Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Je pense que c'est un petit pactage de bienveillance, on fait ce qu'il faut aussi pour montrer que... Je pense que c'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais qui se valent. Elles sont importantes. Moi, je vois à Val d'Aron, où on est originaire, il y a un supermarché dans lequel on allait le plus souvent. Aujourd'hui, je sais qu'ils baissent le son, le lundi ou le mardi, je crois. Ils baissent le son et les lumières. Ce qui, à notre époque, n'était pas du tout en vigueur en 2012, par exemple. Mais je trouve qu'il y a une avancée. Après, est-ce que tout le monde joue le jeu ? J'en suis pas sûre. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire ? Oui, beaucoup. Mais beaucoup. Comment vous voyez le futur de Lilou ? J'ai beaucoup de mal encore à le voir. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, quand je vois Lilou, qui a donc bientôt 18 ans, ça stipule que l'IME peut accepter, grâce à une loi qui fait qu'on peut avoir une dérogation jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Mais le après est beaucoup plus compliqué. Parce qu'autant il y a des établissements pour les petits, les moins de 15 ans, où il y a plus d'établissements de ce côté-là. Après, pour les enfants, adolescents, futurs adultes, il y a encore des établissements, mais beaucoup moins. Et par contre, pour le système adulte, alors là, en fait, on est face à quelque chose où c'est très compliqué. Il y a très peu d'établissements. Il y a encore de l'inclusion dans les entreprises pour celles qui veulent bien jouer le jeu, mais c'est très compliqué, en fait. Il y a beaucoup moins de... Et on nous laisse beaucoup plus... j'ai envie de dire pas seuls, parce que l'établissement de ma fille nous aide énormément. Mais après, une fois qu'ils sont adultes, ils sont adultes. Mais est-ce qu'elle pourrait être autonome ? Là, à l'heure actuelle, je vous dirais non. Non. Là, on préconise beaucoup plus avec les professionnels qui l'accompagnent, les éducateurs de Lilou. On préconise plus un foyer de vie ou un foyer d'hébergement. Ouais. Elle ne pourrait pas, par exemple, travailler dans un ESAT, faire du jus de pomme ou aller dans les restaurants collectifs, par exemple. On parle du futur. Vous, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez depuis le diagnostic ou qu'est-ce que vous diriez à la Céline d'il y a 17 ans ou peut-être à une maman ou un parent d'enfant qui a des troubles autistiques ?
Je leur dirais, ça va pas être simple, même pas simple du tout, mais accrochez-vous parce que ça en vaut la peine. Les professionnels sont là, ayez confiance. Mais une chose que je leur dirais qui sera primordiale, écoutez-vous. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui fait que les choses vont dans le bon sens, ben, si vous y croyez, allez-y. Même si certaines personnes peuvent vous dire non. Voilà. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez du dernier moment où vous avez eu un petit moment de découragement avec Lilou, où vous avez eu le sentiment que vous avez un moment de tristesse? Oui, c'était il y a 2 ans où j'ai dû quitter un travail. Parce qu'en tant que maman, on n'est pas que maman, on est aussi femme et on doit aussi travailler et s'épanouir. Et le découragement que j'ai eu, c'est de me dire mais comment je vais faire pour pouvoir vivre, ramener un salaire comme tout le monde et avoir une enfant, donc adolescente, hein, même, qui demande un temps énorme le soir. Parce que malgré tout, il y a encore du travail. J'ai mon 2e travail qui commence. Et tellement fatiguée, épuisée par le travail, mais j'ai envie de dire toute forme de travail, m'amène à me remettre en question sur comment va être l'avenir pour moi. Parce que là, j'ai 43 ans, mais quand j'en aurai 55, ce ne sera pas la même chose qu'à 60, etc. Le découragement, il ne l'est pas, parce que je suis une femme qui essaie d'aller de l'avant. Mais je peux vous assurer qu'il y a des fois où je suis rentrée à me dire, mais... j'ai plus envie d'être là parce que c'est trop dur. D'être là avec votre fille? Non, d'être plus être là tout court. C'est fort. C'est très très fort ce que je vous dis. Mais c'est quelque chose que j'ai pensé plus d'une fois dans ma vie parce que on se sent seul, on est fatigué, on rentre, on doit avoir la même énergie pour elle que si on l'était au travail. Et du coup, on est face à ça et de se dire, je fais quoi? J'arrête de travailler. Donc là, de toute ma carrière professionnelle, j'ai dû m'arrêter 3 fois de travailler. Pendant 1 à 2 années. Pour éviter le burn-out, en fait. Ouais, c'est ça. Et pouvoir tenir le coup à ses côtés, parce que je sais que Lilou, je l'aurai à vie. Et pas juste la mettre dans un foyer. Je vais pas, en tout cas, c'est pas ma conception de la vie, de la mettre dans un foyer et c'est fini. Je sais pertinemment que d'ici les 4 ans à venir, elle ira peut-être, et j'ai bien dit peut-être, s'il y a de la place, dans un foyer de vie ou d'hébergement. Mais j'aurai ma fille avec moi. Et alors, Céline... Les jours où vous vous dites que vous voulez en finir, qu'est-ce qui a fait que ça a switché? C'est le fait de retrouver votre fille et puis qu'il y a quand même quelque chose... Enfin, je sais pas. Alors, c'est simple, c'est de reprendre le quotidien parce que je n'ai pas le choix. Et c'est un choix réel d'être présente dans notre vie. Et l'amour de mon fils et de mon mari aussi. Et le dernier souvenir de joie avec Lilou, il remonte à quand, j'imagine? Il est plus récent? Il est tout simplement de ce matin. Il y en a très peu en ce moment parce que les jours de rentrée sont très difficiles psychiquement. Oui, parce qu'on enregistre, on est début septembre quand on enregistre cette interview. Ouais, oui. C'est difficile. Voilà, et du coup, ce matin, donc c'était une belle matinée entrée en matière avant de prendre le taxi. Parce que Lilou m'a demandé de mettre un peu de musique et on a mis l'enceinte et on a mis la musique assez fort d'un groupe bisontin qui est Shiva Rosa. Elle aime beaucoup, beaucoup. Et on l'a mis et on a dansé ensemble, on a chanté ensemble. Donc c'est des moments rares mais très précieux. Les moments entre une mère et sa fille, en fait. Voilà, une mère et sa fille, lambda. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous.